Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Christophe Rivière. Bonjour. Voilà, donc nous allons essayer de faire une interview sans langue de bois ni langue de béton. Voilà, parce que Jean-Christophe, excusez-moi, est un promoteur, donc né à Libourne, 50 ans, études de droit, MBA, deux filles. A fait aussi un peu de politique, jeune, a été parrainé par un adjoint de Chaban-Delmas et en 1994, il a fait la campagne de Juppé. C'est ça. Voilà, donc promoteur, qui dit promoteur dit Bouygues, hein. Donc a travaillé chez Bouygues à Orléans, Tours, dans le centre de la France. Puis s'est installé à Montpellier, Pragma, puis groupe Angelotti, séparé au mois d'avril. Voilà, il est passé de la Mercedes climatisée Cigare au Pôle emploi des Cévennes. C'est exact. Voilà. Là, il a décidé de sortir un livre donc sur les pratiques dans la profession, donc ça va déménager. Voilà, parce que selon Jean-Christophe, là, les règles du jeu sont pas trop respectées par ici. Je fais court, hein. Ouais. Par rapport au nord, quoi. C'est-à-dire qu'ici, il y a des, il y a des habitudes méditerranéennes, on va dire. Un microclimat. Ouais, microclimat, donc système perverti, brebis galeuse, injustice, mafieux, presque. Voilà, et ça se traduit par le fait, entre autres, que depuis plusieurs années, des générations de vignerons qui ont travaillé, sué et tout, se voient expropriés, et les bénéfices vont à la serme et aux promoteurs. Voilà. On va avoir l'occasion de développer. Voilà. Donc, construire sans vertu, pourquoi? Donc, vous levez pour dire non. Voilà, vous avez réfléchi un peu sur le métier et vous voulez un peu moraliser les choses. C'est exact. Donc, au niveau personnalité, donc passion piano, musique classique contemporaine, casanier. C'est vrai. Qualité réfléchie, du caractère passionné, sentimental, et alors défaut, têtu, et vous n'aimez pas le conflit. C'est quand même paradoxal, ça, de ne pas aimer le conflit. Vrai. Quand on va comme ça au clash. Pourtant vrai. C'est d'autant plus surprenant d'en arriver là, oui. C'est vraiment révoltant. C'est calculé? C'est une révolte. Pas du tout. J'ai toujours été très mauvais en calcul. Bon, pourtant, quand on est promoteur, il faut calculer. Oui, ça va. Bon. Alors vous êtes bon ou mauvais en calcul? En tout cas, pour calculer les marges et profits, j'ai toujours été excellent. Bon, on va d'abord présenter le numéro 841 de la Glorieuse. Donc on revient sur les problèmes de l'école, inquiétude, grève, grogne à l'école. Voilà. Ensuite, la bretelle ouest, voilà, l'imagination et la générosité sénatoriale. Les partiels à l'ODEV vers la fin de la primauté PS. Bon, avec les élections européennes, on en avait parlé déjà, mais bon, là, ça risque d'être un peu dur là, sur les partiels. Twitter, Facebook, le match Vignal-Sorel. Et ensuite, la TAM des idées de génie. Voilà, vous verrez un petit peu dans ce prochain numéro. Voilà, donc Jean-Christophe, est-ce que vous lisez la Glorieuse régulièrement? Je ne suis pas un lecteur assidu, mais je me surprends à le lire de plus en plus. Bon, c'est une bonne chose. Bon, question d'actu. Donc le maire vient d'annoncer qu'il était retoqué par le préfet de région pour la ZAC Cambacérès. Voilà. Des habitations étaient prévues à côté de l'aéroport. Bon, l'État a revu le périmètre. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes un peu dans le match là? Oui, écoutez, j'ai regardé avec attention la conférence de presse d'ailleurs, avant de venir. Et j'ai trouvé que le maire a été particulièrement clair sur ce qui se passait, en particulier avec ce plan d'exposition au bruit, donc, qui oblige à reprendre l'intégralité des études, d'abord de l'extension de la ZAC et le plan d'aménagement, et puis également naturellement le stade. Donc là, je n'ai pas de commentaire à faire, je pense que c'est une procédure somme toute classique et je n'ai pas à me prononcer sur la pertinence d'un nouveau stade ou pas. Sauf que je comprends quand même qu'un stade qui aujourd'hui prend de l'eau, c'est une situation qui vraisemblablement ne peut pas durer. Par contre, ce qui me surprend, ce sont les 40 000 mètres carrés que certains promoteurs sont en train de se distribuer
dans les vestiaires, qui sont 40 000 m² de logement, et qui sont censés venir en accompagnement de ce projet. Donc ça, c'est tout à fait surprenant, parce que j'ai été moi-même sollicité pour rédiger une note très détaillée sur le sujet. 40 000 m² de logement qui n'ont absolument jamais été prévus en accompagnement de cet équipement public, et qui sont confidentiellement distribués entre promoteurs qui naturellement s'entendent entre eux. Il est bien évident que ce qu'a annoncé le maire aujourd'hui met un coup d'arrêt brutal à toutes ces tractations de couloirs. Parce qu'au départ, il y avait prévu 20 000 m² de bureaux et d'hôtels. Oui, ouais. Comment 20 000 m² de bureaux et d'hôtels passent d'un coup de baguette magique à 35 à 40 000 m² de logement? Eh bien, écoutez, je pense que c'est une excellente question. Il n'a jamais été prévu de projet d'accompagnement de l'équipement public à hauteur de 40 000 m² de logement. On m'a sollicité pour rédiger une note. On m'a expliqué que manifestement il y avait une problématique liée au montant des fonds propres à amener à ce projet. Et donc qu'il fallait travailler sur un projet de contrat de promotion immobilière sous maîtrise d'ouvrage Nicolin pour pouvoir récupérer la marge de 40 000 m² de logement. Logement qui avait commencé à être distribué un peu sous le manteau entre différents promoteurs, tout ça piloté par Michel Froment. Oh, c'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Mais donc ces 40 000 m², ils ont déjà été distribués? Ils ont été distribués, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait là-dessus, et bien évident que ce qu'a annoncé le maire aujourd'hui met un coup d'arrêt brutal à toutes ces tractations, et je trouve que c'est une bonne chose. Forcément, c'est une bonne chose. D'abord, je pense que j'ai moi-même personnellement informé le maire de ce qui se passait. Il est bien évident que, et je pense que Philippe Sorel l'a parfaitement exposé dans sa conférence de presse, je pense qu'il a même dit qu'il détenait, il ne donnerait pas les clés du camion. Et il a naturellement aussi évoqué les équilibres de la ZAC. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait y avoir 40 000 m² de droits à construire en accompagnement de ce projet d'équipement sportif. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que après, je mets de côté naturellement tout ce qui est sportif. Moi, je suis promoteur, j'aime le foot, j'aime aussi le rugby. Je pense que le nom des Nicolin est associé pour de très longues années au développement de cette ville. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Néanmoins, en parlant de ce sujet, je pense que ça illustre ce qui se passe en cuisine. Mais on ne peut pas dire que, je sais pas, ces 40 000 m² de logement, c'est un cadeau fait au Nicolas? Non, je pense pas que... Je ne pense pas, puisque j'ai réécouté la conférence de presse de 2018, j'ai écouté attentivement la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Il n'a jamais été question de 40 000 m² de logement en accompagnement de l'équipement du stade. Ça n'a jamais été un sujet. Ce qui me surprend, c'est que j'ai lu d'ailleurs sous la plume, je crois, de Sébastien Théoul, dans un article de l'an dernier, qu'il attribuait la victoire de la réalisation de ce nouveau stade à Michel Froment. Je suis surpris que le même personnage soit aujourd'hui dans des discussions pour distribuer 40 000 m² de droits à construire autour d'un équipement qui est un équipement public et qui est porté pour partie par la métropole et aussi par effectivement le premier partenaire en l'occurrence le groupe Nicolin. Donc voilà. Donc bon, on va arrêter sur le stade, on va repartir un petit peu sur vous, votre œuvre et vos déclarations. Donc le 7 avril 2014, vous déclariez dans un journal ou un site internet, je ne sais pas, ce qui se passe à Montpellier est exceptionnel. Oui. Qu'est-ce qui a changé là aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses ont changé. Très sincèrement, moi j'ai le plus profond respect pour l'immobilier, parce que quand on parle d'immobilier, on parle forcément de logement. Or, le logement, pour moi, c'est comme l'éducation ou la santé. Tous les Français devraient pouvoir se loger, il y a des enjeux importants
À Montpellier encore plus, puisqu'il s'agit en plus d'une activité qui pousse naturellement l'économie locale et l'emploi. Mais en plus, il y a quand même 24 000 dossiers en attente chez les bailleurs sociaux, 24 000 donc, demandes de logements sociaux qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites. Et excusez-moi, il y a 11 000 logements vides à Montpellier. Et en parallèle, il y a 11 000 logements vides. Donc l'immobilier est une chose sérieuse. C'est en plus un domaine où, je pense que tout le monde l'a compris, c'est sérieux, tout le monde l'a compris, y compris l'État. Alors on est pour, on est contre, il y a quand même un système de défiscalisation qui a été prorogé de 4 ans, qui est le dispositif Pinel. La Cour des comptes a annoncé que ça coûterait jusqu'en 2035 7 milliards, presque et demi d'euros donc, à l'État, c'est-à-dire Le dispositif Pinel. Oui. Donc ça veut dire que ce sont des... c'est un manque à gagner en tout cas. Ça va durer jusqu'à quand ce dispositif Pinel 2021. D'accord. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc c'est une situation qui nous oblige et nous responsabilise. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, pourquoi ce qui se passe à Montpellier c'est extraordinaire. Moi je suis arrivé en 2012, j'ai intégré Pragma. Chez Pragma j'ai appris à découvrir cette ville, l'excellence en matière d'urbanisme, en matière d'architecture. Certes, il y a un élan de marketing territorial derrière l'urbanisme et l'immobilier, mais on ne peut que s'en féliciter. Et Montpellier a toujours été un laboratoire et était toujours en pole position dans ce domaine. Donc ça, c'est une vérité. Ce que j'écrivais en 2014 est une vérité. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puisque c'est la question que vous m'avez posée. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, on prend du retard. On prend du retard. D'abord, Toulouse a décidé également de se lancer dans l'architecture et l'urbanisme. Je ne dis pas qu'elle ne faisait pas des choses avant, mais aujourd'hui, il y a des ambitions qui ont été affichées. Toulouse a relevé son niveau d'exigence. Donc, si on n'y prend pas garde, on va bientôt passer derrière. Et ensuite, il y a surtout de très mauvaises habitudes qui ont été prises avec le temps. De très mauvaises habitudes qui ont été prises. Et c'est naturellement ce que je dénonce. Voilà, alors bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, hein, parce que moi je trouve que quand même, on vit dans une région où il y avait une certaine harmonie. Vous allez dans les villages du Languedoc, voilà, vous avez une harmonie, et puis aujourd'hui, voilà, la ville elle n'est pas belle partout, quoi. Alors il y a des endroits qui sont beaux, il y a plein d'endroits qui sont pas beaux, et c'est dû à l'architecture. Avant, il y avait une homogénéité, on construisait des maisons avec des pierres, des tuiles. Voilà, aujourd'hui, on fait un peu n'importe quoi. Alors, là, je ne pense pas. Ben, c'est ce que aller à côté de passer des bords du Lez à côté de l'Arbre Blanc aux Cévennes dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même une différence. Alors, parlons-en. Je pense qu'il y a... La ville n'est pas belle partout. Oui, non, mais ce que j'écrivais en 2014 est une vérité, c'est-à-dire l'excellence architecturale. Il y a ici de vraies compétences, notamment chez les agents de la métropole, tous ceux qui sont en charge de l'urbanisme à la ville. Il y a une vraie compétence pour fabriquer la ville. Néanmoins, et là où je vous rejoins, et c'est le point de vigilance, c'est que aujourd'hui, il y a sans doute un rééquilibrage à faire. Montpellier, ce n'est pas que pour Marianne. Ben oui. Donc je sais qu'à l'époque, il y avait une phrase, je crois que c'est réparer la ville ou quelque chose comme ça. Réparer la République. C'était réparer la ville à l'époque, c'est-à-dire réhabiliter effectivement le cœur historique de Montpellier. Alors vous parlez des Cévennes, il se trouve que je visite assez fréquemment les Cévennes, puisque maintenant je me promène en tram, et puis je n'ai plus de véhicule, et pour aller à l'agence de Pôle emploi, je me suis arrêté à plusieurs reprises à Saint-Paul, à la Taillade, et voilà, je me suis promené. Et bien évident que manifestement, il y a un décalage complet entre ce qui se passe sur l'avenue de la Mer et ce qui se passe dans ces quartiers. Et là, je pense que c'est naturellement un point de vigilance. Je pense qu'on ne peut pas laisser des parties de la ville de côté.
Et je pense naturellement aussi à des communautés qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu oubliées, en tout cas si je lis la presse et certaines déclarations. Je pense aux Harkis, je pense aussi aux gens du voyage. Et je pense que le point de vigilance, c'est non seulement de satisfaire les besoins en logement, mais de n'oublier personne en chemin. Quel regard portez-vous sur la politique? La politique m'a toujours passionné. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. C'est le rapport à l'intérêt général qui me plaît. Généralement, j'ai le plus profond respect pour ceux qui sont en charge naturellement au niveau politique, dès l'instant où naturellement l'intérêt général prime sur tout le reste. Par rapport à Tours, Orléans ou Libourne, où vous avez fait votre activité professionnelle, le trafic d'influence est à quel niveau ici? C'est variable. D'abord, je pense qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Je pense, et pas de langue de béton. Oui, nous sommes dans une région, je parle de l'Occitanie, après, clairement, on parlera de Montpellier, mais où il y a du trafic d'influence, il y a du conflit d'intérêts et de la corruption. Je pense que, vous savez, je suis dans le sas de la liberté, donc ce que je dis, beaucoup de mes confrères le savent, sauf qu'à la différence, c'est que moi, aujourd'hui, je suis libre pour m'exprimer. Le sas de la liberté, vous savez, ça coûte cher. Hein. Mais c'est tellement agréable de pouvoir parler. Donc, c'est naturellement l'objet de mon livre, c'est naturellement de l'expliquer, de l'illustrer dans le détail, de manière à ce qu'il y ait une véritable prise de conscience, et surtout qu'on prenne des décisions de manière à ce que tout ceci ne se renouvelle pas. C'est ça l'enjeu. Parce que ça pose un problème de valeur, naturellement, de valeur. Il y a les lois de la République, il y a des choses, des procédures à respecter. Ça pose le problème de l'injustice. Injustice parce que les promoteurs ne sont pas tous égaux en matière d'accès à la commande publique, voire même à la commande privée. Donc il faut que ça cesse. Vous avez posté là, il y a 2-3 jours là, sur LinkedIn la facture d'un apporteur d'affaires, l'ex-patron du Cercle Mozart, Oui. dont Le on a président évoqué, d'honneur. le président d'honneur, qui a été liké par beaucoup de promoteurs, vos confrères. Est-ce qu'on assiste un petit peu à un règlement de compte ou une opération même propre? Non, j'ai été très satisfait. Je n'ai pas reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai eu quelques appels téléphoniques, très peu. Mais effectivement, c'est une satisfaction que certains de mes confrères aient liké ce document. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de promoteurs qui en ont marre d'évoluer dans la situation actuelle. Et ce que je dis, et c'est naturellement pour eux aussi que je le fais, tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas en position de parler, de s'exprimer librement, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. Et ensuite, je pense aux générations collaborateurs de 30 ou 35 ans qui dans 5 à 10 ans seront manettes des sociétés de promotion. Quel marché on veut leur laisser? Un marché où les affaires se traitent dans l'arrière-cuisine, ou un marché où la justice prime et où ils vont pouvoir gagner avec leur talent et leurs compétences. C'est ça la question, c'est ça l'enjeu. Donc il faut que ça cesse. À Montpellier, là, le nom de l'ex-adjointe à l'urbanisme est associé à des affaires de conflit d'intérêts. Avez-vous déjà travaillé avec elle? Oui. Vous en dites quoi? Alors, lorsque je suis arrivé en 2012, l'adjoint à l'urbanisme, c'était Michael Delafosse. Et ensuite, j'ai travaillé avec Stéphanie Janin. Stéphanie Janin est une femme très compétente en matière d'urbanisme. Je l'ai toujours trouvée très dynamique, sachante dans son domaine. Et à l'époque, j'étais vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On a travaillé
travaillé ensemble sur la mise en place du système de logement abordable, dont profitent aujourd'hui beaucoup de Montpelliérains. J'ai toujours eu de très bonnes relations de travail avec elle. Après, sur le reste, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je crois que la justice... Et avec Michael Delafosse. Michael Delafosse, pareil, c'était un adjoint à l'urbanisme compétent. On a beaucoup critiqué les folies architecturales, mais moi, je trouvais que c'était une remarquable initiative. Il suffit de regarder le résultat, que ce soit Folie Divine ou que ce soit l'Arbre Blanc. En termes d'architecture, ce sont des initiatives qui poussent la ville vers le haut, inévitablement. Entre promoteurs et politiques, est-ce nécessairement des liaisons dangereuses? Je pense qu'il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Mais je reviens sur les adjoints de l'urbanisme. Je pense que, et sur la dernière question que vous me posez sur les liaisons dangereuses, je pense que moins les maires mettent les mains dans le cambouis de l'urbanisme, mieux c'est. Je veux dire qu'un maire a un programme, il a des objectifs, je pense qu'il faut qu'il soit bien entouré. Or, naturellement, l'adjoint à l'urbanisme, dans ce cadre-là, a un rôle déterminant. Vous me parlez de Stéphanie Janin, je pense que Stéphanie Janin était sans doute plus compétente que l'adjointe à l'urbanisme actuelle. Bon, si j'écoute ce que disent mes confrères, je pense qu'on est nombreux à penser que, manifestement, on n'a pas affaire au même niveau. Bon, c'est très important d'avoir un adjoint à l'urbanisme sachant. Ça, c'est important. Et pour le maire, prendre un peu de recul par rapport à l'urbanisme, par rapport naturellement à la délivrance des permis, par rapport à la désignation des promoteurs sur les lots, c'est quelque chose de très important. Voilà. Maintenant, la problématique globale au-delà des élus, c'est qu'aujourd'hui on est dans un système où en fait les rôles se mélangent. Il y a une dissolution des responsabilités. Donc, au travers d'associations où les avocats, les notaires, les élus, les directeurs de cabinet ou les directeurs généraux de service, tout ça se retrouve bras dessus, bras dessous. Et forcément, ça crée un flou. Alors, à la base, je ne suis pas contre les associations, contre toute forme d'association, naturellement. Les associations, les clubs de réflexion, les associations philosophiques. Je dis juste que ces initiatives qui, à la base, sont lancées avec naturellement des objectifs très vertueux, sont aujourd'hui totalement perverties. Et je fais preuve de beaucoup de discernement. Je pense que... Pensez à quoi comme association particulièrement? Je pense principalement à certains membres du Cercle Mozart. Y a-t-il des maires qui sont connus dans la métropole pour leur trafic d'influence? C'est un secret de polichinelle, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, mais enfin bon... Je pense que... Quel genre de commune? Je pense que certains élus flirtent avec l'urbanisme et l'immobilier. Ils flirtent dangereusement avec l'urbanisme et l'immobilier. Et ça, il faut que ça s'arrête. Moi, je m'interroge... Par exemple, quelle commune? Alors moi, j'ai toujours eu le sentiment que Michel Froment était l'adjoint à l'urbanisme de Jean-Pierre Ricot à Pérols. Voilà, donc je trouve qu'il y a une relation particulièrement troublante. C'est très surprenant. C'est très surprenant. D'autres communes? Je trouve que ce qui se passe à Bayargues aussi, chez Jean-Luc Messonnier, est particulièrement préoccupant. Moi, j'ai eu affaire 2 fois à cette commune, sous couvert d'une volonté d'avoir des interlocuteurs plutôt locaux, avec qui on peut, quand il y a un problème, maintenir un dialogue. Finalement, il y a un ostracisme véritable qui pose question. Ça pose question. Moi, j'ai concouru sur un foncier privé où il a eu une action déterminante pour naturellement désigner d'ailleurs quelqu'un d'autre.
Et puis ensuite, j'ai eu une autre aventure où je sais qu'il n'a pas été inactif, qui était le sujet du naming du stade de rugby. Ah oui. Donc je trouve Sur que... le naming du stade de rugby, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Parce que normalement, vous étiez en lice dans votre entreprise, dans votre Oui, ex-entreprise. on a d'abord été les seuls en piste. Hum. On a d'abord été les seuls en piste. Et ensuite, on a vu arriver un autre concurrent qui a finalement gagné. Et là, il y a eu du trafic d'influence. Non, je dis juste que la manière dont ça s'est passé pose pas mal de questions. Voilà. Après, moi je m'en fais expliquer avec Philippe Sorel. Et d'autres communes aussi sont, au niveau de la métropole, là, sont... Je sais pas, je m'interroge aussi sur Latte. Je m'interroge sur ce qui se passe à Latte. Voilà. Mais vous savez, dans le livre, tout ça sera... Parce qu'on a beaucoup parlé de Latte sur l'immobilier aussi, qui est une des communes qui est très... Non, je pense qu'il y a, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Je pense que développer, travailler à Latte, c'est naturellement une commune très importante, qui est très bien placée, stratégique, hein, entre Montpellier et la mer. Je pense que souvent il y a un mélange des genres. Donc moi j'aimerais savoir là, pourquoi vous avez pendant tant de temps avalé des couleuvres. Mais je vous ai parlé de Latte, j'aurais pu vous parler aussi de Castelnau-le-Lez. Ah oui, parce que justement j'avais une question. Donc est-ce qu'avec vos révélations, Jean-Pierre Grand peut dormir tranquille? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dormir tranquille. Parce qu'à Castelnau-le-Lez, on a un exemple de bétonisation les plus odieux de l'agglomération. Bon, on a beaucoup critiqué ce qui s'est passé sur la 113. Bon, c'est vrai que... Non mais attendez, ils ont découpé toutes les maisons, ils ont construit les immeubles. Ouais. Bon, et les immeubles sont occupés, donc ça veut dire quand même qu'il y avait un besoin en logement. Je pense que le vrai problème, ce sont les commerces de rez-de-chaussée et la problématique de stationnement. Maintenant, bon, c'est pas moi qui suis responsable de l'urbanisme à Castelnau, ils ont été élus, ils ont pris des décisions. Bon, et sincèrement, quand on s'y promène aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a un peu oublié ça, parce que très objectivement, quand on prend cette... À l'entrée de Castelnau, vous avez vu ce qu'ils ont fait là, cet immense locos? J'ai vu ce qui s'est passé sur le site de l'ancienne gendarmerie, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Bon, au-delà de ça, enfin bon, il y a quand même un peu d'architecture derrière tout ça. Oui. Mais léger. J'ai toujours été très surpris que Castelnau soit un marché pour les promoteurs aussi fermé. D'accord. Voilà. Pourtant, votre siège était à Castelnau. Oui, mais... vous avez travaillé un peu à Castelnau? Jamais. D'accord, bon, c'est dit. Voilà, donc, oui, je reviens à la question. Là, vous avez avalé beaucoup de couleuvres. Mais juste, j'ouvre une parenthèse, mais ce qui se passe... Je vais pas pouvoir la poser. Non, si, vous allez pouvoir la poser, mais vous savez, ce qui est dramatique, parce que là, on parle effectivement de la métropole de Montpellier, mais mon livre parle quand même de ce qui se passe dans la région. Oui. Et parfois, vous avez même des communes du littoral où vous pensiez que ces pratiques sombres, illicites, étaient terminées. Et vous pensiez, parce que je pense notamment à la commune de Saint-Cyprien. Ah oui, Saint-Cyprien. Qui a quand même vécu une histoire quand même assez inédite, où j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu quand même pas mal de lampistes. Je pense notamment à Rémi Bolt, qui est l'ancien directeur de cabinet du maire qui s'est suicidé en prison, parce qu'il faut quand même rappeler les faits graves. Ah, oui. Donc on a l'impression que parce qu'on a pris des gens et des lampistes, que les choses sont terminées, mais j'ai le sentiment, je m'interroge beaucoup sur les rapports entre Thierry Del Pozzo et l'immobilier. Ok. Donc oui, je reviens à ma question. Vous avez avalé beaucoup de couleuvres. Donc ça veut dire que, bon, maintenant vous lâchez un peu, ça veut dire que la coupe était pleine. Pourquoi maintenant? Ah, pourquoi maintenant? Bonne question, hein? Oui, c'est une excellente question. Pourquoi maintenant? D'abord parce que je pense que c'est une succession d'événements tant personnels que professionnels
qui m'ont amené à... J'étais un peu comme un hamster dans une roue. Et cette succession d'événements m'a amené à sortir de la roue et à me poser la question de savoir ce que j'étais en train de faire, mes équilibres entre la vie privée et la vie professionnelle, et surtout la méthode ou la façon que j'avais d'exercer ce métier, et de m'interroger si c'était toujours fidèle à mes valeurs ou pas. Et donc pour moi, ça a été un électrochoc. Ça a été un électrochoc. Aujourd'hui, je suis dans le sas de la liberté, je me considère comme un homme libre. J'ai le droit de m'exprimer librement. Et je considère que tout ceci doit s'arrêter. Alors, c'est vrai que je suis en train de créer une société qui va travailler à la fois à Bordeaux, mais aussi à Montpellier. J'en profite pour dire que je ne suis pas prêt de quitter Montpellier, puisque tous ceux que j'aime sont à Montpellier. Donc, pour moi, il est hors de question de partir en exil. Ça va être dur d'aller chercher des marchés à Je ne sais Pérol, pas. Bayargues, Castelnau et là. Écoutez, je pense Non, je plaisante, qu'il y a d'autres communes. Oui, vous avez raison. Ensuite, donc la promotion immobilière est-elle la seule industrie de Montpellier? Je pense que la promotion immobilière est quand même, et là, j'en profite pour quand même dire que bon nombre de mes confrères exercent ce métier avec rigueur et justice, avec envie de justice et compétence. Donc, mais c'est vrai que la promotion immobilière aujourd'hui génère quand même une bonne partie de l'activité économique et de l'emploi. Voilà. Donc, c'est ce qui naturellement renforce l'importance de mon initiative. Quand vous êtes sur une activité qui est quand même une activité majeure en termes économiques, eh bien la moindre des choses, c'est qu'elle soit impeccable et irréprochable. Au niveau du trafic d'influence, là, donc je reviens là-dessus, quel est le niveau de la perversion, si je peux. Est-ce que c'est de l'ordre de 10%, 50%, 80%, comment vous le voyez, ce niveau un peu... C'est très difficile. La partie un peu pourrie du fruit. Je pense qu'il y a entre 30 et 35%. Mais des fois, il y a du trafic d'influence, mais l'objectif, c'est pas de jeter la pierre à tous les élus, parce que des fois, ça se fait à l'insu des élus. Donc, Virenque, il a été drogué à l'insu de son plein gré. Hein. Non, mais j'y crois pas trop, ça. Si, mais vous lirez le livre, vous verrez que j'ai des exemples très précis où en fait les élus ne sont strictement pour rien dans ce qui s'est passé. Des choses qui aujourd'hui ne sont pas totalement maîtrisées. Je pense à un outil qui a été pendant longtemps un outil fabuleux, qui est la CERM. Aujourd'hui, c'est une énorme machine qui fait 120 collaborateurs. Je pense que Christophe Pérez, avec toutes les qualités qu'il faut lui reconnaître, ne sait pas véritablement ce qui se passe dans sa boutique. Et bon, voilà. Est-ce qu'il pourrait se passer en France ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Espagne, c'est-à-dire que cette espèce de bulle immobilière où les prix montent, plus on construit, plus les prix montent, et puis un jour ça explose? Alors écoutez, on n'est jamais à l'abri de rien. On n'est jamais à l'abri de rien, mais il y a des choses qui sont quand même assez préoccupantes. C'est qu'aujourd'hui les prix s'envolent. On est en prix moyen à 4006 ou 4007, je crois, aujourd'hui sur Montpellier, à peu près. Il y a des programmes à 5000. J'ai vu d'ailleurs que dans votre dernier numéro, vous en parlez. Oui. 5000 € le mètre carré à la Pompignane. Enfin, bon, on atteint quand même des sommets. Bon. C'est vrai que la première problématique, c'est l'accès au foncier. Donc aujourd'hui, le prix du foncier s'envole. Le dispositif anti-spéculatif, qui est en fait une énorme hypocrisie, hein. Tout le monde le sait, puisque on affiche effectivement, je rappelle qu'il permet c'est un dispositif mis en place par la municipalité. Au-delà d'un certain prix, la mairie est censée préempter. Bon.
Donc on affiche des prix qui sont naturellement dans l'enveloppe souhaitée par la ville, mais avec la complicité notamment des notaires, les terrains se vendent beaucoup plus cher. Donc les prix s'envolent, les propriétaires privés sont les premiers Pourquoi à en vous dites avec la bénéficier. complicité des notaires? Ah bien parce qu'il y a un habillage juridique pour faire en sorte que des indemnités complémentaires versées aux propriétaires n'apparaissent pas dans les déclarations d'intention d'aliéner qui sont transmises en mairie. D'accord. Que faudrait-il faire pour mettre en place plus de transparence dans les opérations immobilières? Plus de transparence. Je pense que d'abord la première initiative à prendre, ce serait aujourd'hui de geler, de faire une pause dans l'attribution des permis, de manière à y voir clair. Alors je sais que mes confrères vont trouver que c'est une idée saugrenue, mais je pense qu'on ne peut pas parler de trafic d'influence, de conflit d'intérêts et de corruption sans appuyer sur pause, surtout à la veille d'une campagne qui a déjà commencé d'ailleurs, municipale, pour checker un petit peu tous les sujets qui sont en train d'être traités. Qui est le demandeur, quelles circonstances il a pu faire l'acquisition du foncier. Je pense qu'il faut faire une pause, mais qui peut être courte. Et le temps de se... Une pause de combien de temps? Je pense qu'il faut au moins 3-4 mois, 3-4 mois. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de confusion, c'est ça? Je pense qu'il faut checker, je pense qu'il faut être prudent. Moi, j'invite les maires à être extrêmement prudents sur ce qui se passe, parce que quand tout ça va sortir du bois, il pourrait y avoir quand même des surprises. Mais ça, c'est la première initiative. Ensuite, je disais tout à l'heure que la problématique aujourd'hui, c'est que finalement, les rôles et responsabilités de chacun, aujourd'hui, il y a totalement confusion, tout ça est dissous, en fait. Eh bien, je pense qu'il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Pour lutter contre ça, il y a des initiatives simples à prendre. Je pense par exemple qu'un notaire qui est notaire de la collectivité, le notaire d'une ZAC, ne doit pas être le notaire du promoteur. Ça, c'est la première initiative. Comme un avocat spécialisé en urbanisme qui conseille les collectivités, eh bien, si on le prend comme conseil des collectivités, il doit renoncer à travailler pour les promoteurs. C'est la logique. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde travaille pour tout le monde. D'ailleurs, la SERM encourage à ce que le notaire des ZAC et pousse les promoteurs à prendre le notaire des ZAC pour également faire les actes de vente des programmes immobiliers dans le périmètre des ZAC. C'est une erreur. C'est une erreur qui ne va pas dans le sens de la transparence et de la clarté. Donc ça, c'est une initiative à prendre. Bon, on va terminer avec 2 questions. Est-ce que vous avez déjà recours à des apporteurs d'affaires? Oui. Donc c'est une pratique qui est... Oui, bien sûr. Ce sont souvent naturellement, ce sont souvent des partenaires des promoteurs qui sont souvent des agents immobiliers avec des cartes professionnelles, des cartes T, des cartes de transaction, qui ont des conventions d'apport d'affaires, qui font un travail effectif de médiation entre un propriétaire foncier et un promoteur immobilier, et qui, à ce titre, au moment où on achète le terrain, perçoivent des honoraires. C'est tout à fait légal. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas légal, c'est d'avoir recours à des apporteurs d'affaires qui n'ont pas de carte T, et surtout des apporteurs d'affaires qui n'ont jamais travaillé sur le sujet. Ok, donc on va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. La question chapeau. Avez-vous reçu des menaces? Quel genre? Alors oui, j'ai été menacé. Ouais. J'ai été menacé. D'abord, j'ai eu pas mal de coups de fil anonymes. Et ensuite, on a dessiné une croix avec des cailloux devant ma porte d'entrée. D'accord. Voilà. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais en tout cas, je réponds à la question. Maintenant, vous savez, les obstacles renforcent la détermination.
Et quand on a un objectif, on n'en change pas. C'est Léonard de Vinci qui disait ça. Bon, on va se quitter sur Léonard de Vinci. Ah, Il y a pire. Très bien, c'est très bien. Merci, Allez. merci Tristan de m'avoir. Au revoir.